Bonjour, bon matin. Alors, ça me fait plaisir de venir vous présenter sur la chirurgie prophylactique du cancer de l'ovaire. Alors, en guise de déclaration, j'ai été conférencière dans la dernière année pour AstraZeneca, mais c'est aussi mon anniversaire aujourd'hui. Alors, génétique, famille, naissance, tout ça est tout à fait bien orienté. Alors, les objectifs scientifiques aujourd'hui, enfin, je vais vous parler de la chirurgie de prophylaxie du cancer de l'ovaire. En fait, on va aborder différents aspects. La chirurgie, quel type? Salpingectomie seule versus SOB, l'utérus, certaines modalités un peu importantes, là, certaines plus que d'autres, cytologie péritonéale, positionnement des trocars, parler de quelques situations cliniques, et j'ai aussi plusieurs photos. Les photos, c'est toujours le fun. Alors, j'ai traversé récemment la crise de la quarantaine. Ça va mieux à 40 ans. À 42, là, aujourd'hui, là, ça commence à se placer. Mais là, ça ramène beaucoup à qui suis-je, où vais-je, que fais-je. Alors, moi, je travaille à Québec, OK? Alors, ceci est mon château. Hein? Ça, c'est mon château de Frontenac. Et ceci est mon moyen de transport pour venir travailler. Alors, voici à Québec comment on se déplace. Pour aller à Lévis, on utilise le canot à glace pour se transporter. Et voici mon chef de clan. Alors, voici mon environnement. Mais quand on pense à la génétique, ben on pense à tisser serré, et ça ici c'est l'hôpital Notre-Dame, là où j'ai fait mon fellow. Et vous savez que maintenant l'oncologie gynécologique, ça n'est plus à l'hôpital Notre-Dame, c'est maintenant rendu au CHUM. Et ça c'est mon hôtel-dieu d'amour qui va être appelé à être déménagé. Donc ces changements-là de génétique hospitalière, on va les vivre également. Alors, en gros, la chirurgie prophylactique de cancer de l'ovaire, c'est une chirurgie qui sert à aller retirer des organes sains dans le but que quelqu'un à haut risque ne développe pas de cancer. Faut faire attention parce que il existe une différence entre ce qu'on appelle la chirurgie opportuniste et de la chirurgie prophylactique. Une salpingectomie opportuniste, ça veut dire que j'amène une patiente en salle d'opération pour une condition bénigne, par exemple des fibromes utérins, et en même temps, je lui dis, regarde, je vais te laisser tes ovaires parce que t'es pas à risque de cancer de l'ovaire, mais je vais t'enlever tes trompes parce que les trompes ne servent plus à rien, puis on sait que le cancer de l'ovaire, ça prend naissance dans les trompes. Donc ça, c'est une chirurgie opportuniste. La chirurgie de prophylaxie, c'est celle pour la patiente BRCA ou celle qui a une histoire familiale là, vraiment truffée de cancer sein-ovaire, à qui je vais offrir de dire, écoute, tu es en bonne santé, je t'amène au bloc opératoire avant qu'on ait les risques de développer un cancer pour retirer ces organes-là. Est-ce que c'est 100% de succès, la chirurgie de prophylaxie? La réponse à ça, c'est pas tout à fait. C'est 95-97% de protection, mais ce n'est pas 100%, et on va voir pourquoi. Alors, dans le fond, la population générale a un risque de combien d'avoir un cancer de l'ovaire? On parle environ 1,5%. Mais attention, BRCA1, 20 à 40%, BRCA2, 10 à 20%. Autres mutations, RAD51, RAD50, BRIP, on parle de 2,6 à 5,6%. Ça peut aller jusqu'à 10% dans certaines études. PALB-B, c'est un peu décrié, on n'est pas tout à fait sûr. En ce qui concerne le syndrome de Lynch, on sait qu'ils ont 60% de risque d'avoir un cancer de l'endomètre et jusqu'à 5 à 10% de risque de cancer ovarien. Et enfin, il reste les patientes avec histoire familiale positive au premier degré. Je pense personnellement, profondément, que ces gens-là ont probablement une mutation génétique autre qu'on connaît pas encore. Mais il y a des gens pour qui on fait des tests, on trouve rien, puis ils ont une grosse histoire familiale, si bien que s'il y en a plusieurs dans ma famille, bien mon risque personnel qui passe de 1,5% va augmenter facilement à 4 à 5%. Il y a 3 moments clés quand on considère la chirurgie de prophylaxie. Il va y avoir la période avant la chirurgie, la période pendant et la période après. La période avant, c'est la période du counseling qui est vraiment très, très, très important. On le fait qui, on fait quand, on fait comment. Pendant, là, c'est les gestes très importants qu'on va faire. Il faut regarder partout quels organes je vais enlever, dans quel ordre je vais le faire. Et après, c'est toute la période de l'accompagnement et de la gestion des effets secondaires induits par la chirurgie. Donc, dans l'ABC de la chirurgie prophylactique du cancer de l'ovaire, il y aura tout d'abord
plus d'une rencontre parce qu'il faut comprendre que une chirurgie prophylactique, je prends quelqu'un qui est en parfaite santé à ce moment-ci, qui a un risque de cancer, mais qui n'a pas de cancer. Je la prends, je la mène en salle d'opération, je l'endors, je fais 4 trous dans son ventre pour aller enlever des organes qui, à ce stade-ci, sont sains. Il y a des risques opératoires, ça, il va y en avoir toujours. On a vu tout le monde des histoires d'horreur. Heureusement, c'est rare, mais perforation intestinale, avoir sectionné ou kinké un urtère, trou dans la vessie, hémorragie, traumatisme d'un vaisseau majeur, traumatisme d'un nerf. Je veux dire, tout ça sont des risques qui sont présents. Et quand je fais le counseling pour de la chirurgie prophylactique, c'est sûr que les risques en lien avec la chirurgie doivent être vraiment très, très, très bien détaillés. Ensuite, on va parler des impacts sur les chirurgies ultérieures. Si je fais la salpingo-varectomie bilatérale, est-ce que ça peut avoir un impact sur un DIEP éventuellement? Quels sont les impacts au niveau de la ménopause, la fonction sexuelle? Quelle est la place de l'hormonothérapie? Ensuite de ça, on va parler avec les patients de la décision du geste. Qu'est-ce qu'on va enlever? Est-ce qu'on enlève juste les trompes? Est-ce qu'on enlève trompe et ovaire? Puis est-ce qu'on enlève l'utérus? Et on va faire les examens préalables, échographie CA125. On veut essayer de maximiser nos chances que quand on met le trocard quand on met la caméra dans le ventre, ben, il n'y a pas du cancer partout parce que là, c'est pas la même chirurgie. Idéalement, la chirurgie de prévention va se faire par laparoscopique. Donc, on met une caméra dans l'ombilic et on va regarder toutes les surfaces péritonéales. On fait une cytologie, donc on envoie du liquide dans le ventre, on brasse ça un peu, on aspire pour être sûr qu'il n'y a pas des cellules qui se soient déjà détachées qu'on verrait pas. Et on va ensuite regarder les coupoles diaphragmatiques, l'utérus, le Douglas, l'épiploon. Et ensuite, on va aller chercher le ligament infundibulopelvien à son origine. Alors, voici une photo. C'est une de mes photos sur laquelle ça va me faire plaisir de vous montrer les défauts. Alors, ici, vous voyez l'ovaire. Ici, c'est le pavillon tubaire. Ça, ici, c'est le ligament infundibulopelvien. Et ça, c'est un petit caillot que j'aurais dû aspirer juste avant, question de faire la photo plus esthétique. Et j'aurais pu amincir un petit brin plus le feuillet ici. Mais quoi qu'il en soit, on voit que quand on a ouvert le feuillet rétropéritonéal, ça fait en sorte qu'on est capable d'aller chercher plus loin sur le ligament infundibulopelvien. Parce que si je viens mettre la pince juste ici, il y a danger d'inclure des petites fimbriers qui pourraient rester derrière ou une portion de l'ovaire, parce qu'on voit l'ovaire est défini ici, mais il y a un peu de stroma ovarien qui va monter un peu dans le ligament. Donc, c'est très important de pouvoir aller très haut sur le ligament IP. Positionnement des trocars, c'est très important. Il faut éviter les vaisseaux épigastriques, qui sont les vaisseaux de la paroi, parce qu'éventuellement, si la patiente veut une procédure de DIEP, il faut que ces vaisseaux-là soient intacts, car ils vont être utilisés dans la procédure de micro-anastomose vasculaire. Alors, c'est ce que je vous montre ici, c'est-à-dire que on voit les vaisseaux épigastriques ici qui vont être prélevés avec le lambeau. Donc, très important, quand moi, je viens placer mon trocar à l'aveugle à peu près ici, de pas blesser ces vaisseaux-là. Alors, c'est très important de transmettre les bonnes informations à notre pathologiste. Il y a trop de patientes qui se font enlever les trompes et les ovaires dans un contexte d'histoire familiale, de cancer sein-ovaire, et le pathologiste en est pas au courant, puisque le protocole de pathologie pour quelqu'un qui se fait enlever les ovaires et les trompes parce qu'elle a des myomes utérins versus s'il y a une histoire familiale, c'est pas du tout la même chose. Alors, cas clinique, une patiente que j'ai vue il y a quelques années, 54 ans, qui était BRCA1, qui a eu une SOB en 2016 et mes référents en 2018 avec une grosse carcinomatose péritonéale. Et elle me dit, mais pourquoi je me suis fait enlever les trompes et les ovaires? Je peux pas croire que là, j'ai un cancer de l'ovaire. C'est précisément pour ça que j'avais fait ça. Eh bien, la réponse, elle est ici. Comme au moment de la chirurgie, on n'avait pas indiqué au pathologiste que cette patiente-là avait une histoire augmentée, ben on n'a pas appliqué le protocole CIFIM, qui est un protocole qui va couper les trompes à peu près à toutes les 2 mm pour être capable d'aller voir bien échantillonner les fimbriers. Et ce qu'on retrouve ici, en fait, c'est un STIC, c'est-à-dire un Serous Tubal Intraepithelial Carcinoma, jusqu'à un foyer de micro-infiltration. Donc, cette patiente-là avait déjà un micro-cancer tubaire au moment de sa chirurgie qui a été manqué. Et si on avait vu ça à la base, on aurait dû lui offrir une chirurgie complémentaire et de la chimiothérapie, ce qu'elle n'a pas eu. Et maintenant, elle a une carcinomatose péritonéale. Alors, voici un peu le protocole CIFIM dont je vous ai discuté il y a quelques instants, c'est-à-dire la coupe des trompes, vraiment de façon sérieuse.
Alors, si j'en reviens à ma crise de la quarantaine, j'ai eu 40 ans, soudainement, la définition de jeune femme est en constante évolution dans ma tête. Avant, je pensais que 35, dehors, les trompes et les ovaires, il y a rien là. Maintenant que j'ai 42, je sais pas, 42, je trouve pas ça si vieux que ça. Fait que, dans le fond, à partir de quel âge c'est le bon moment d'enlever les trompes et les ovaires? Ça, c'est toujours un petit peu difficile à établir, mais en gros, on traverse la crise de la quarantaine, qu'est-ce qu'on se fait? On s'achète des voitures, des nouvelles robes. Est-ce qu'induire la ménopause chez une femme de 30-35 ans, c'est trop tôt? Dans le fond, ce qu'on veut savoir, c'est quand est-ce qu'on est à risque de faire un cancer des ovaires? On sait que parmi les patientes qui vont faire un cancer ovarien et qui sont BRCA1, le risque de voir survenir un cancer de l'ovaire avant 40 ans, il est de moins de 3%, et avant 50 ans, il se situe entre 10 et 21%. Fait que c'est probablement à l'âge de 40 ans que ça serait le plus à propos de faire la SOB. Et pour les BRCA2, on sait qu'il y a moins de 3% des cancers ovariens qui vont survenir avant 50 ans, d'où les âges recommandés, par la SOGC, qui sont d'environ 35 à 40 ans pour les BRCA1 et 45 à 50 ans pour les BRCA2. La salpingectomie seule, c'est-à-dire le fait d'enlever juste les trompes de Fallope, c'est intellectuellement très intéressant. On dit, dans le fond, si le cancer prend naissance dans les trompes, on pourrait pas juste enlever les trompes puis laisser les ovaires tranquilles. Mathématiquement, intellectuellement, c'est très intéressant, mais malheureusement, on n'a pas encore le data vraiment solide pour prouver que c'est efficace. Le danger, je vous l'ai dit tantôt, c'est que des fois, quand on enlève la trompe, c'est possible qu'on laisse des petites graines de fimbrier derrière. Fait qu'on n'est pas certain encore que c'est totalement efficace. Pour les patientes jeunes, entre 30 et 40 ans, qui disent, moi, je peux pas considérer l'idée de perdre mes ovaires maintenant, on l'offre quand même comme une alternative. On leur explique cependant qu'il faudrait retourner dans un deuxième temps se faire enlever les ovaires. Puis le problème, pas le problème, mais la situation qu'on voit aujourd'hui, c'est que celles qui se sont déjà fait enlever les trompes, un peu comme monsieur qui travaillait à l'hôpital, docteur qui travaillait à l'hôpital Laval pour le cancer du sein, qui voulait pas retourner se faire tester, nous, les patientes qui ont eu une salpingectomie, ils ont vraiment pas le goût de se faire réopérer pour aller se faire enlever les ovaires. Donc, on a un peu une inquiétude par rapport à une fausse réassurance à long terme. Alors voici, ça c'est une photo de la paroscopie, utérus, le bleu que vous voyez, c'était pour une technique du ganglion sentinelle, donc cette patiente-là avait pas de cancer d'ovaire. Mais dans le fond, ici, ce qu'on voit, les trompes de Fallope, elles sont facilement identifiables et elles pendent gentiment. Là, ça, c'est vraiment une opération super le fun, là. En à peu près 5 minutes, là, la trompe est enlevée. Même chose de l'autre côté, beaux ovaires, ça c'est facile. En contrepartie, si on prend la photo ici, voyez-vous, le pavillon tubaire, il est vraiment collé sur l'ovaire. Fait que si on vient pas, comme il faut, avec un ciseau monopolaire, faire une indentation ici, il y a danger de passer la pince directement là. Et qu'est-ce qu'on laisse derrière? Quelques fimbriers, puis c'est ça qui nous inquiète. L'utérus, dans tout ça, le risque de cancer utérin pour les patientes BRCA, c'est débattu. Il y aurait peut-être une petite augmentation du risque de cancer séreux, 1 à 3%. On sait qu'un cancer tubaire peut, entre guillemets, dégoûter par l'intérieur et venir coloniser l'utérus. La décision d'hystérectomie devrait être individualisée sur risque, bénéfices et options pour chacune des patientes. En ce qui concerne le syndrome de Lynch, là, par exemple, il n'y a pas de doute, l'utérus devrait être enlevé si on propose une chirurgie de prophylaxie, puisque ces patientes-là sont beaucoup plus à risque de faire un cancer de l'utérus que des ovaires. Alors, séquence des interventions. Est-ce qu'on devrait enlever les seins en premier ou est-ce qu'on devrait enlever les ovaires en premier? Dans les faits, il y a des études qui ont regardé la séquence des interventions et dans les faits, de faire un ou l'autre avant, ça génère généralement pas plus de complications pour l'autre intervention, mais il y a certains éléments qui doivent être analysés de façon minutieuse. Alors, je vous explique. Si on enlève les ovaires dans un premier temps, pour la patiente qui est préménopausée, on diminue d'environ jusqu'à 50% le risque de cancer ça devrait être risque de cancer du sein si c'est pratiqué avant la ménopause.
Est-ce qu'on peut enlever les seins, faire la reconstruction puis enlever les ovaires en même temps? Oui, c'est possible, mais il faut savoir qu'un DIEP, là, dans des mains expérimentées, ça prend 6 à 8 heures, puis ça peut aller jusqu'à 10, 12, 14 heures, dépendamment de la complexité. Fait que c'est sûr que enlever les ovaires, ça prend 45, 50 minutes, mais c'est 1 heure de plus d'intervention. Ça dépend du cheminement de la patiente, ça dépend aussi de son âge et de son désir. Alors, c'est en gros ce que je vous disais, la séquence des interventions va rarement affecter l'autre intervention après. Précaution importante, si la patiente a déjà eu un DIEP, c'est-à-dire que si on a pris son petit ventre de femme de 40 ans puis qu'on l'a utilisé pour reconstruire les seins, c'est sûr que ça peut tendre la paroi abdominale, puis quand nous, on essaye de gonfler le ventre, ça peut donner beaucoup de rigidité. Fait que ça peut être une implication qui peut être plus difficile. Et attention, si la patiente a eu une salpingo-ovariectomie avant, les chirurgiens de reconstruction du sein vont généralement demander une angiographie pour s'assurer que les vaisseaux épigastriques sont encore bel et bien perméables et fonctionnels. Fait que c'est ici, je termine en vous montrant quelques photos qui sont une courtoisie de ma consoeur plasticienne, Dr Lecourt. Alors, on voit une dame ici qui va avoir sa chirurgie de reconstruction. Alors, elle va identifier avec un Doppler les perforantes de l'épigastrique, puis suite à ça, elle va aller exposer les vaisseaux receveurs, qui sont les vaisseaux mammaires internes, qui vont être quelque part ici. Avec des grosses pinces, ils vont aller chercher où se trouvent les vaisseaux receveurs pour les exposer. Alors, ce que vous voyez, c'est les petits vaisseaux ici qui vont recevoir l'anastomose vasculaire. Ils vont maintenant au niveau de l'abdomen pour prélever le lambeau. Ils vont bien disséquer jusqu'au pubis pour aller chercher les vaisseaux ici qui vont partir avec le lambeau. Ensuite, on anastomose les vaisseaux donneurs avec les vaisseaux receveurs. Alors ça, évidemment, on fait ça en microchirurgie. Vous voyez que les anastomoses vasculaires sont ici. Ensuite, le lambeau, on s'assure qu'il est vivant. On réinstalle, on met en place le lambeau. On procède à la symétrisation du sein contralatéral. Et ensuite, c'est terminé. Merci. Alors, je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation de m'avoir associé à ce projet en tant que membre du comité scientifique. Je suis très heureux de présenter aujourd'hui, à la suite de Dr Sebastianelli, qui est mon mentor, mon ami, ma collègue. Je ne sais pas si c'est le bon ordre, mais en tout cas... c'est un sujet assez complémentaire du sien. C'est un sujet qui suscite beaucoup de questions et beaucoup de controverses. Alors, j'ai pas vraiment de conflit d'intérêt, à part que j'ai un intérêt certain pour la génétique. J'ai toujours voulu être généticien, mais je pense que j'avais pas le QI nécessaire, ou peut-être que j'étais un peu trop manuel. Alors, je me suis contenté d'une résidence en obstétrique, puis d'un fellow en gynéco-onco, puis c'est là... grâce au docteur Plante et au docteur Chiquette, que j'ai redécouvert la génétique sous le prisme de la gynéco, de l'oncogénétique. Alors, on va commencer la présentation par des statistiques, quoi de mieux. Le cancer de l'ovaire, certes, n'est pas le premier cancer de la femme, mais il est le premier cancer gynécologique en matière de mortalité. Il y a 5 patientes par jour qui décèdent au Canada d'un cancer de l'ovaire et 1 patiente au Québec qui décède par jour, ce qui est déjà un peu trop. Alors, l'évolution naturelle d'un cancer de l'ovaire est assez classique. Après un premier traitement associant de la chimiothérapie et de la chirurgie, il y a une phase de latence qui dure à peu près une année et demie, puis il y a une première récidive qui va être cytoréductive, chimiosensible, une deuxième récidive avec une période de latence plus courte, une troisième, puis après, il va y avoir une impasse thérapeutique, puis malheureusement le décès. Alors, la courbe en gris, c'est l'évolution, c'est la survie des patientes de cancer de l'ovaire sous chimiothérapie avec tout l'arsenal qu'on a. Puis en haut, c'est l'espoir suscité par l'introduction des inhibiteurs de PARP chez les patientes BRCA. Alors, elles représentent combien ces patientes BRCA? Ben, ça dépend où on regarde la littérature, mais c'est à peu près à 10 à 15% des patientes qui ont des mutations germinales dans les patientes qui ont un cancer séreux de haut grade ou un cancer plutôt non mucineux. Alors, je vous rappelle que la Société des gynécologues oncologues du Canada s'est prononcée depuis maintenant 3 ans avec son slogan « No Woman Left Behind » pour tester toutes les patientes qui ont un cancer de l'ovaire. Ces patientes-là, comme a dit Dr Sebastianelli, ont un risque assez augmenté d'avoir un cancer de l'ovaire. Il s'agit d'un risque à peu près de 44% pour les patientes BRCA, un risque de 17%. On voit les courbes à partir desquelles les patientes
présentent des cancers, c'est à partir de l'âge de 35 ans pour les patientes BRCA, 40 ans, à peu près 45 ans pour les patientes BRCA2. Il n'y a plus de doute sur l'intérêt de la salpingo-ovariectomie prophylactique dans la littérature internationale ou plus précisément dans la population française canadienne. Ça va diminuer de manière assez importante, 97-90% l'incidence du cancer de l'ovaire. Ça va diminuer à peu près de 50% le risque de cancer du sein. Ça va diminuer aussi la mortalité par cancer du sein et la mortalité par cancer de l'ovaire. Alors, le NCCN Guidelines recommande de faire une salpingo-ovariectomie à partir de l'âge de 35-40 ans pour les patientes BRCA, puis 40-45 ans pour les patientes BRCA2. Alors, tout ça, c'est bien beau, on sauve des vies, on fait des salpingo-ovariectomies prophylactiques. Malheureusement, on le sait depuis assez longtemps, faire une ovariectomie avant 45 ans, c'est pas anodin. Ça va augmenter la mortalité des patientes. C'est pas très grave à partir de 45 ans, mais inférieur à 40 ans, ça va vraiment augmenter, on va le voir après. Tout ça sans oublier l'altération de la qualité de vie. Il va y avoir de l'ostéoporose, de l'Alzheimer, des troubles de l'humeur, de la dépression, de l'insomnie, une diminution de la libido, une altération de la qualité de vie sexuelle. Alors, d'où l'intérêt de notre présentation d'aujourd'hui, qui va essayer d'étudier les avantages et les inconvénients de l'hormonothérapie chez ces patientes-là qui ont subi une salpingo-ovariectomie prophylactique, discuter les options et surtout individualiser les recommandations. Alors, il n'y a pas de oui ou non pour l'hormonothérapie chez les patientes BRCA. Il y a plusieurs questions à poser et plusieurs réponses à donner. Alors, premièrement, est-ce que l'hormonothérapie a un vrai impact positif chez les patientes BRCA, post-salpingo-ovariectomie prophylactique? 1, sur la survie et puis 2, sur la qualité de vie. Deuxièmement, est-ce que l'hormonothérapie est sécuritaire chez ces patientes-là? Elles ont déjà un risque augmenté d'avoir un cancer du sein, puis est-ce que rajouter des hormones, ça va encore l'augmenter? Troisièmement, est-ce que, ça c'est la question la plus délicate, est-ce que l'hormonothérapie est sécuritaire chez les patients de BRCA qui ont déjà eu un cancer du sein? Quatrièmement, quel type d'hormones il faut donner? Et puis cinquièmement, on va passer quelques petits exemples de prescription. Alors, première question, l'hormonothérapie a-t-elle vraiment un impact positif? Est-ce qu'on aide les patientes BRCA après la chirurgie prophylactique sur la survie et sur la qualité de vie? On va commencer par le plus important, la sexualité. Alors, dans la population générale, on sait que donner des hormones chez les patientes ménopausées, ça va améliorer la transpiration, les bouffées de chaleur, le sommeil, la sécheresse vaginale et donc améliorer de façon indirecte la sexualité. Mais ça va augmenter aussi, sur le plan cognitif, l'intérêt dans les relations sexuelles et les pensées sexuelles. Donc, ça va avoir vraiment un impact positif sur les patientes ménopausées. Alors, comme on présume que la sexualité de la population générale est assez équivalente à la population qui a BRCA, il n'y a pas vraiment de raison pour que ça soit différent, ça va être pareil aussi. Il y a eu des études faites spécifiquement chez les patients de BRCA qui démontrent une amélioration significative de la sécheresse vaginale, une amélioration aussi au niveau du confort de l'acte sexuel en rajoutant des hormones après salpingo-ovariectomie prophylactique. Encore une autre étude qui démontre une augmentation du confort lors du rapport sexuel, pas vraiment une augmentation en matière de plaisir sexuel, mais une augmentation certaine au niveau du confort. Une autre étude européenne qui démontre à peu près la même chose. Puis finalement, une étude récente qui démontre une augmentation, une amélioration du confort, mais aussi du plaisir lors de l'acte sexuel. Alors, deuxième question, en matière de santé osseuse, il y a eu une publication pour les patientes BRCA qui ont eu une salpingo-ovariectomie prophylactique. Les auteurs ont mesuré la santé osseuse en faisant des ostéodensitométries chez les patientes, puis on voit qu'il y a une altération de la qualité osseuse avec une augmentation de l'ostéopénie et de l'ostéoporose chez les patientes qui n'ont pas eu d'hormonothérapie. Pareil pour les troubles cognitifs, ajouter de l'hormonothérapie après salpingo-ovariectomie prophylactique, ça va enrayer l'évolution de la démence. Alors, qu'en est-il maintenant de la mortalité? Ça, c'est très important. On sait que faire une salpingo-ovariectomie prophylactique chez les patientes jeunes va augmenter la mortalité. Ça augmente la mortalité probablement dû aux problèmes cardiaques, les infarctus du myocarde. Puis on sait que rajouter des hormones chez ces patientes va enrayer ce phénomène. Ici, c'est la courbe des patientes qui ont eu une salpingo-ovariectomie prophylactique qui n'ont pas été traitées. Ici, c'est la courbe de référence, donc les patientes qui n'ont pas suivi de chirurgie. Puis en haut, on voit que les courbes sont vraiment distinctes. C'est les patientes qui ont eu une salpingo-ovariectomie prophylactique, mais qui ont reçu des hormones. Donc ça va améliorer leur survie de façon assez significative.
Alors, ça, c'était pour la première question. Deuxièmement, l'hormonothérapie est-elle sécuritaire chez ces patientes? C'est des patients qui ont déjà un risque élevé, comme on l'a montré, d'avoir un cancer du sein. Alors, est-ce qu'on peut donner de façon sécuritaire des hormones chez ces patientes? Alors, il y a eu plusieurs études. La première, elle date déjà de 2006, l'étude de Essen, qui a comparé deux populations de patients BRCA, une première population avec des cancers du sein et une deuxième population sans cancer du sein. Puis on voit qu'il y a plus de patientes qui ont pris de l'hormonothérapie qui n'ont pas eu de cancer du sein. Et donc il y a eu vraiment une réduction du risque de cancer du sein en prenant de l'hormonothérapie de façon assez significative. Une deuxième étude, l'étude de Kostopoulos, qui démontre qu'il n'y a pas vraiment de différence chez les patientes, chez les deux groupes. C'est toujours la même chose, c'est des études de cas contrôle entre les patientes qui ont reçu des hormones et les patientes qui n'ont pas reçu d'hormones. Une autre étude assez intéressante aussi chez des patientes BRCA qui ont eu une salpingo-variectomie prophylactique, et on voit que la mortalité par cancer du sein est assez semblable entre les patientes qui ont reçu des hormones et les patientes qui n'ont pas reçu d'hormones. L'étude la plus connue, c'est l'étude de PROSE, où on voit ici deux populations de patientes qui ont eu BRCA et BRCA2, et puis on voit ici que la salpingo-variectomie prophylactique, comme on l'a dit, va réduire le risque de cancer du sein, comme l'a dit Dr Sepelseneli, d'à peu près 50%, avec donc un hazard ratio ici à 0.38 et 0.59, mais que l'introduction de l'hormonothérapie ne va pas altérer cette réduction du risque de cancer du sein. Alors, troisièmement, la question la plus épineuse de toutes, c'est est-ce qu'on peut donner des hormones chez les patientes qui ont déjà eu un cancer du sein? Ça, c'est vraiment très important. La réponse des différentes instances que sont la Société nord-américaine de ménopause, le NCCN Guidelines, c'est non. Non, pourquoi? Non, parce qu'il y a eu 3 études déjà randomisées, contrôlées, qui démontrent qu'il y a une augmentation assez significative. Une n'a pas conclu la même chose, mais il y en a eu 2 qui ont démontré une augmentation assez significative du risque de récidive. Il y a aussi une augmentation, certes légère, mais il y a aussi une augmentation de la mortalité dans les études randomisées contrôlées. Alors, par contre, les différentes instances sont d'accord qu'on peut utiliser les oestrogènes par voie vaginale. On va le voir, pas tous les oestrogènes, mais certains oestrogènes par voie vaginale chez les patients qui présentent beaucoup de symptômes locaux. Alors, quelle hormone prescrire? 4e question. On voit ici, ça, c'est les 2 études randomisées contrôlées assez connues, c'est les 2 études WHI. Ici, c'est l'étude chez les patientes qui ont encore leur utérus, qui ont eu de la prémarine et du Provera. Puis on voit qu'il y a une augmentation du risque de cancer du sein quand on donne l'association des deux. Il y a un hazard ratio de 1.26, c'est une augmentation légère, mais quand même une augmentation. La même étude qui a été faite chez les patientes hystérectomisées, donc qui n'ont pas reçu de progestatif, qui ont reçu juste des oestrogènes, démontre qu'il y a une diminution du risque des cancers du sein. Alors, vous allez me dire, le coupable est facilement trouvé, mais est-ce que c'est les progestatifs ou ce progestatif? La réponse a été un peu donnée par une autre étude qui compte à peu près 160 000 patientes. Certes, c'est pas une étude randomisée contrôlée, c'est une étude rétrospective, c'est une étude française qui a étudié le risque de cancer du sein en fonction du type de progestatif qu'on donnait. Puis on voit ici que en donnant le progestatif synthétique, il y a une augmentation significative du risque de cancer du sein. Par contre, en donnant de la progestérone naturelle micronisée, il n'y a pas vraiment d'augmentation du risque de cancer du sein. Plus spécifiquement dans la population BRCA, on voit que chez les patientes qui ont reçu de l'oestrogène après la salpingo-variectomie prophylactique, oestrogène seul, il y a une réduction du risque de cancer du sein qui est assez significative. Par contre, chez les patientes qui ont reçu de l'oestrogène puis de la progestérone, oui, il y a une réduction du risque de cancer du sein après salpingo-variectomie prophylactique, mais ce n'est pas significatif. Ici, dans l'étude de Kostopoulos, on voit très bien que les courbes sont différentes. Ça, c'est les courbes de survie de cancer du sein après salpingo-variectomie prophylactique. On voit ici que la courbe ici des oestrogènes seuls est beaucoup meilleure que la courbe de l'association oestrogène plus progestatif. Alors, ça serait quoi les solutions? Première solution, ça serait peut-être de préférer le prométrium qui est le progestatif naturel au Provera, comme on l'a vu tout à l'heure. Deuxième chose, peut-être qu'on pourrait limiter l'utilisation des progestatifs à 12 jours par mois au lieu de donner le progestatif tout le mois. Ça permettrait, de protéger l'utérus, de diminuer la concentration circulante de progestatifs.
3, il faut penser aussi aux progestatifs locaux. On peut utiliser le Mirena chez la patiente ménopausée, c'est assez sécuritaire, ça a été étudié. Surtout que on sait que la concentration de progestérone quand on a en place la Mirena est très très inférieure à la concentration même de progestérone quand on donne du Micronor ou quand on donne une pilule combinée. Même la concentration au niveau du tissu mammaire, ça a été étudié, est très très faible pour le Mirena. Autre possibilité, c'est de discuter l'hystérectomie. On sait qu'il y a une augmentation, comme a dit Dr Sebastianelli, de 2 à 3% du cancer de l'utérus chez les patients BRCA. L'hystérectomie, les avantages, ça serait d'éliminer les risques de cancer de l'endomètre et du col. Si la patiente a un fibrome ou un prolapsus, on pourrait le traiter avec l'hystérectomie. Et ça permettrait de faciliter l'hormonothérapie en ne donnant que des oestrogènes au lieu de donner des oestrogènes et des progestatifs. Mais les inconvénients, c'est une chirurgie plus complexe, bien sûr, c'est un temps opératoire allongé et c'est un risque opératoire augmenté. Alors, quelques exemples de prescriptions. Je vous parlais tout à l'heure des oestrogènes qui étaient admissibles chez les patientes qui ont des antécédents de cancer du sein. Pour ce qui est des oestrogènes locaux, on préférait l'anneau et les comprimés aux crèmes parce qu'on ne sait pas vraiment la quantité d'absorption avec des crèmes. Donc, si votre patiente a des symptômes locaux, peut-être préférez donner des comprimés de Vagifem ou des anneaux. Pour ce qui est des types d'oestrogènes, je pense que vous les connaissez déjà, par voie orale, la primarine, puis l'oestrogel par voie transdermique. Pour les progestatifs, j'ai mis en gros mon préféré, qui est le Prometrium par rapport au Provera. Ce tableau m'a été grassement partagé par le Dr Suzy Dubois, qui est notre spécialiste à nous de la ménopause. Puis on voit, c'est un très très beau tableau. Ça permet d'avoir les bonnes doses équivalentes d'oestrogène, puis la bonne dose à donner de progestérone à donner en fonction des doses. Vous l'avez tous dans vos. C'est très utile pour pouvoir faire des prescriptions. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présentation? Que l'hormonothérapie a certainement un impact positif sur la qualité de vie et la survie chez les patients BRCA post-salpingo-ovariectomie prophylactique. 2, l'hormonothérapie semble être sécuritaire, on l'a montré, chez les patients BRCA sans antécédent de cancer du sein après la salpingo-ovariectomie prophylactique. 3, les oestrogènes seuls semblent être plus sécuritaires que l'association oestrogène plus progestatif. 4, le Prometrium semble être plus sécuritaire que le Provera. Alors, à la question, doit-on proposer l'hormonothérapie chez ces patientes-là? Ça dépend. Si la patiente n'a pas d'antécédent de cancer du sein, j'irai vers un oui. Les patientes sont assez jeunes, 35 ans pour avoir une ménopause, c'est vraiment jeune. Ça a un avantage certain sur la survie, sur la qualité de vie. Il n'y a pas vraiment d'augmentation de l'incidence du cancer du sein discutée, démontrée. Il faut discuter l'hystérectomie, toujours. Les oestrogènes sont plus sécuritaires que l'oestrogène plus progestatif. Pensez au progestatif par intermittence et pensez au Mirena. Pour ce qui est des patientes qui ont un antécédent de cancer du sein, discuter l'augmentation du risque de récidive de cancer du sein, expliquer ça à la patiente, discuter aussi l'augmentation de la mortalité, puis il y a toujours la possibilité du traitement local en évitant le plus possible les crèmes. Alors en conclusion, c'est un sujet complexe, il n'y a pas vraiment de standard, il faut discuter toujours les avantages et les inconvénients et toujours discuter l'hormonothérapie avant la chirurgie, parce que si on peut proposer à la patiente une hystérectomie pour d'autres raisons, puis qu'on l'explique aussi qu'on peut donner juste des oestrogènes, puis que l'oestrogène plus progestatif, c'est plus péjoratif. Je pense qu'il y a matière à discuter avec ça. Je vous remercie beaucoup.